Et je vais très bientôt avoir le plaisir de passer la parole à Jean-Pascal Van Ypersel, qui a été vice-président du GIEC pendant 7 ans. Comme vous le savez probablement, le GIEC est un organisme qui a pour but de mettre à disposition de la communauté mondiale des décideurs une synthèse de ce que la recherche scientifique raconte sur l'influence de l'homme sur le climat. Tous les 5 à 7 ans, cet organisme produit un rapport dit d'évaluation, dont la dernière livraison faisait 3 fois 2000 pages en chiffres ronds, et qui représente un travail de compilation absolument titanesque pour la communauté des chercheurs qui y participe. Jean-Pascal a fait donc partie de cette aventure qui a été instituée par les Nations Unies en 1988. Et quand il ne s'occupait pas du GIEC, il était très accessoirement professeur à l'université de Louvain-la-Neuve dans le domaine qu'on a coutume d'appeler maintenant la climatologie, alors qui n'est pas vraiment une discipline scientifique en tant que telle, mais qui regroupe un certain nombre de disciplines des sciences dures. On se connaît depuis 10 ans à peu près, plus ou moins. J'ai retrouvé les vieux mails dans ma messagerie où on se vous voyait. Donc ça date à peu près de 2006 ou 2005. Et par ailleurs, Jean-Pascal est au conseil scientifique du Shift. Depuis la création du Shift, on a un conseil scientifique qui sert à ce qu'on ne raconte pas trop de bêtises quand on s'aventure sur le terrain que l'on couvre. Même si ça évoque un souvenir récent et douloureux, Jean-Pascal était un des 2 finalistes à l'élection du président du GIEC qui vient d'avoir lieu la semaine dernière et qui a vu la victoire un peu surprise, en tout cas de mon point de vue, d'un économiste sud-coréen. Et je vais me permettre un tout petit tacle. Pour moi, c'est étonnant d'avoir élu à la présidence du GIEC une personne venant d'un pays qui a le plus augmenté les émissions de CO2 par tête de tous les pays de l'OCDE depuis la signature de Kyoto. C'est-à-dire, si vous prenez tous les pays qui ont signé Kyoto en 1998, eh bien, 97 plus exactement, eh bien, c'est en Corée du Sud que les émissions par personne ont le plus augmenté depuis. Voilà, donc il y a un côté un peu surprenant d'avoir pris un économiste de ce pays-là pour représenter la voix de la science dans le monde. Mais bon, donc sans plus attendre, je lui passe la parole pour un retour d'expérience sur cette aventure absolument unique. Et il en profitera pour présenter un livre qui relate, voilà, disponible dans toutes les bonnes librairies, j'imagine, qui relate ce parcours et qui a été coécrit avec un autre Belge, je crois, puisque c'est avec Thierry Libart. Il est français, Thierry? Oui. Ah bon, alors pardon. On prononce Thierry Libart. Excuse-moi. Donc c'est une collaboration transfrontalière. Pardon, je pensais que c'était un complot, mais non. Voilà, donc sans plus attendre, je lui laisse la parole et je vous souhaite une bonne conférence. Merci Jean-Marc. Alors on m'a dit que l'essentiel de l'audience était francophone, mais qu'il y avait aussi des anglophones. Donc j'ai fait un compromis à la belge, j'ai fait mes dias en anglais. Je vais essayer de parler en français sur des dias en anglais, mais il paraît qu'il y a une traduction aussi, donc tout va bien. Pourquoi le GIEC? Le GIEC, comme Jean-Marc l'a dit, a été créé en 1988 par 2 agences des Nations Unies, l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, non pas pour faire des recherches supplémentaires sur le climat, mais pour faire quelque chose qui est plus original. C'est-à-dire l'évaluation de l'état des connaissances sur la base des recherches scientifiques, bien sûr, mais d'une manière extrêmement rigoureuse et structurée, de façon à fournir aux décideurs du monde entier, aussi bien les décideurs politiques que les décideurs économiques ou que les citoyens, qui prennent des décisions dans leur vie de tous les jours, les meilleures informations pour fonder de bonnes décisions. Le GIEC couvre en 3 groupes de travail 3 grands domaines, la science du climat, la climatologie, si vous voulez, les changements climatiques eux-mêmes, les processus qui sont à l'œuvre, les facteurs principaux qui expliquent les changements climatiques, les projections pour le futur. Le 2e groupe de travail s'intéresse aux conséquences, soit déjà observées, soit projetées, des changements climatiques, conséquences aussi bien pour les écosystèmes que pour les humains et pour l'économie.
Et troisièmement, le troisième groupe de travail s'occupe de ce qu'on appelle en français, et c'est une traduction que je n'aime pas du tout, c'est ce qu'on appelle l'atténuation. Je trouve que c'est une très mauvaise traduction du terme anglais mitigation, qui veut dire en fait tout ce qui concerne les réductions d'émissions pour prévenir la part des changements climatiques que l'on peut encore prévenir. Le GIEC fait, grosso modo, tous les 6 ans, 5-6 ans, de gros rapports. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui est basé sur la dernière édition, la 5e, du rapport d'évaluation du GIEC, dont le premier volume a été publié en 2013 et les 2 volumes suivants en 2014, avec un rapport de synthèse publié en novembre l'année dernière. Les 3 grandes questions auxquelles les rapports du GIEC essayent de répondre sont les suivantes. Qu'est-ce qu'il se passe dans le système climatique? Quels sont les risques? Que peut-on faire? Et vous avez la couverture des 3 rapports. Et je n'ai pas mis de flèche entre les questions et les rapports parce que chacun des volumes donne des éléments de réponse aux 3 questions, en fait. Alors, j'ai beaucoup de diapositives à vous montrer. Entre parenthèses, elles seront toutes à votre disposition, presque toutes à votre disposition sur ma page web, j'espère, dans la journée de demain. Donc, vous pouvez prendre des photos de l'écran, ça ne me dérange pas du tout. Mais sachez que toutes les dias seront à votre disposition un peu plus tard. Alors, comme j'ai beaucoup de dias et que je voudrais laisser un peu de temps pour le dialogue à la fin de mon exposé, je ne vais pas remplir toute l'heure qu'on m'a donnée. Je vais essayer de parler à peu près 40 minutes, 45 minutes. Mais je voudrais vous donner dès le départ les messages clés du rapport de synthèse du dernier rapport du GIEC. Et ces messages clés sont les suivants. Le premier, c'est que l'influence humaine sur les changements climatiques est claire. C'est une citation du dernier rapport. C'est quelque chose qui est basé sur de très nombreuses études. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de probabilité. On ne tourne pas autour du pot. L'influence sur les changements, sur le système climatique, l'influence humaine sur le système climatique est claire. Deuxième message clé, la poursuite des émissions de gaz à effet de serre augmenterait la probabilité d'événements et de conséquences graves, répandues et dans certains cas irréversibles, aussi bien pour les personnes que pour les écosystèmes. Troisième message clé, alors que les changements climatiques représentent une menace pour le développement durable, il y a beaucoup d'opportunités, un mot qui se trouvait dans mon titre, il y a beaucoup d'opportunités pour intégrer les mesures d'adaptation, mais aussi les mesures d'atténuation, de réduction d'émissions, donc, mais encore la poursuite d'autres objectifs sociétaux, comme par exemple la création d'emplois, la promotion de l'accès à une quantité de base d'énergie dans les régions du monde où on n'a pas accès à l'énergie, accès à l'eau potable, amélioration de la qualité de l'air, par exemple, sont quelques autres objectifs que l'on peut rencontrer à condition de prendre les mesures de manière adéquate, de manière intelligente. On peut faire d'une pierre plusieurs coups. Donc, en résumé, l'humanité a, le présent est utilisé, j'insiste, l'humanité a les moyens de limiter les changements climatiques tout en construisant un futur plus durable et plus résilient. Alors, est-ce que le climat change? Alors, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui en France, mais je sais qu'en Belgique, il y a encore de temps en temps et aux États-Unis aussi d'ailleurs, certains qui parlent beaucoup de l'évolution de la température des 15 dernières années. Et c'est vrai que quand on regarde la température en moyenne mondiale sur ces 15 dernières années, celle qui est montrée ici, on pourrait avoir l'impression que peut-être la tendance au réchauffement n'est pas si claire que cela et qu'il y aurait une pause. Je ne peux pas mettre des guillemets dans les mots que j'utilise, mais je mettrai des guillemets autour de pause parce que cette soi-disant pause, on aurait pu la trouver en choisissant de manière sélective le point de départ et le point d'arrivée d'une série d'autres périodes d'une quinzaine d'années au cours des 100 dernières années. On aurait pu trouver souvent des périodes au cours desquelles, oui, la température n'arrête pas de se refroidir ou d'être stable. Entre ce point-là et ce point-là, la température s'est refroidie. Entre ce point-là et ce point-là, la température a baissé. Entre ce point-là et ce point-là, idem.
vous me suivez, vous savez bien qu'en fait, le climat ne se définit pas sur 15 ans, mais sur 30. C'est la moyenne, ce sont les tendances qu'il faut regarder. Et quand on regarde les tendances, en particulier sur les 50-60 dernières années, et même sur les 100 dernières années, bien très clairement, le climat est en train de se réchauffer. On a gagné à peu près 1 degré en moyenne mondiale depuis une centaine d'années. Si on fait les moyennes 10 ans par 10 ans, on se rend compte que les 3 décennies qui viennent de s'écouler ont successivement été plus chaudes chaque fois que la précédente. Et si on prend même la dernière période de 30 ans pour laquelle on a des données solides, la période 1983-2012, eh bien pour l'hémisphère nord, c'est une période qui a probablement été la plus chaude depuis 1400 ans, si on parle de l'ensemble de l'hémisphère. L'hémisphère nord, parce qu'on a évidemment beaucoup plus de données sur l'hémisphère nord que sur l'hémisphère sud. Il n'y a pas que la température qui change. Il y a, par exemple, les glaciers. Regardez ce glacier ici en Alaska. J'aurais pu vous montrer des photos de la mer de glace où j'étais cet été. Regardez ce glacier, le glacier du plateau en 1961. Je vais vous montrer maintenant une photo prise du même endroit avec un objectif de la même focale, car un peu plus de 40 ans plus tard. Voilà ce qui reste du glacier, c'est devenu un grand lac. Je reviens en arrière. Ceci, c'est le comportement de la plupart des glaciers du monde, ce qui rajoute évidemment de l'eau aux océans et contribue à l'élévation du niveau des mers, qui a monté déjà en moyenne mondiale d'à peu près 200 mm, donc 20 cm, notamment parce que les glaciers fondent, la plupart des glaciers fondent, mais aussi parce que l'eau se dilate quand on la chauffe, deuxième raison. Et troisième raison, qui malheureusement va devenir de plus en plus importante, parce que les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique ont commencé à fondre aussi depuis une bonne dizaine d'années. Alors pourquoi est-ce que tout cela se passe? Eh bien maintenant on sait, et on en est quasiment certain, que c'est principalement à cause de l'élévation de la concentration, c'est-à-dire le pourcentage du CO2 dans l'atmosphère. Le CO2 a donc augmenté en pourcentage de un peu moins de 320 parties par million quand on a commencé à prendre les mesures en 1957 et on est à peu près 400 aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça représente? 400 ppm, c'est le volume d'une canette de boisson dans un mètre cube d'air, c'est ce que ça représente. Alors on pourrait se dire c'est très peu. Mais c'est un gaz qui a une propriété très, très importante et très forte, c'est qu'il est capable de laisser passer le rayonnement solaire, mais de piéger le rayonnement infrarouge qui est réémis par la surface en réponse au chauffage par le soleil. Et ce CO2, il a non seulement augmenté au cours des 50 dernières années, mais on sait que les valeurs que l'on voit maintenant sont bien au-delà de toutes les valeurs que l'on a pu reconstituer. Ce ne sont pas des mesures directes, ce sont des reconstitutions à partir de l'analyse de la composition de l'air piégé dans les bulles d'air, piégées dans les carottes de glace que l'on a été récupérées en Antarctique. On a des données, c'est ce qui est montré ici, sur les 800 000 dernières années. Et jamais, pendant ces 800 000 ans, la concentration n'a dépassé 280, au maximum 300 millionièmes, alors qu'on est à 400 aujourd'hui et qu'on est en route, si les émissions continuent comme maintenant, vers des valeurs encore plus importantes, peut-être 2 fois plus importantes, qui sait, 3 fois plus importantes d'ici la fin du siècle. Pourquoi est-ce que la concentration en CO2 augmente? Eh bien, comme j'ai 45 minutes devant moi, je vais passer un petit peu de temps pour vous l'expliquer parce que je pense que c'est très important et c'est quelque chose qui est beaucoup moins connu que le mécanisme de l'effet de serre. Donc, je vais faire un petit peu de climatologie avec vous, si vous voulez bien. Mais en fait, c'est un budget. Hein, c'est un budget qui est déséquilibré. Alors, avant qu'il ne soit déséquilibré, comment est-ce que ce budget carbone se présente dans le système climatique? Il se présente comme ceci. Vous avez 2 grandes boucles. Vous avez une boucle qui concerne les échanges de carbone entre la végétation et l'atmosphère et une autre boucle qui concerne les échanges de carbone entre les océans et l'atmosphère. Les chiffres que vous voyez là, ce sont des milliards de tonnes, des gigatonnes de carbone par an. D'accord? Des milliards de tonnes de carbone par an.
Si vous voulez convertir ça en CO2, vous devez tenir compte du poids du O2 qui est rajouté au carbone dans chaque molécule de CO2 et vous devez donc multiplier ces chiffres-là par 3,7 pour faire simple. Mais on va, pour garder les mêmes unités sur l'ensemble du raisonnement, rester avec des tonnes de carbone. Alors, la végétation, par la respiration, par la décomposition de matière organique morte après l'automne, émet chaque année un petit peu moins de 120 milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère. Mais la photosynthèse en absorbe 120 chaque année aussi, donc équilibre approximatif. De côté de l'océan, c'est la même chose. La partie chaude des océans, principalement la partie chaude des océans, émet un peu plus de 70 milliards de tonnes chaque année, mais principalement dans la partie froide. Pourquoi la partie froide? Parce que le CO2 se dissout plus facilement dans l'eau froide que dans l'eau chaude. C'est la loi de Henry pour les chimistes. Absorption d'à peu près la même quantité, 70 milliards de tonnes. Si vous faites les totaux, si vous faites vous essayez de clôturer le budget, il y a de grands économistes et de grands financiers dans la salle, donc ils n'auront pas de mal avec ces chiffres-là. Eh bien, ce qui va vers l'atmosphère, c'est 119,5 plus 75,5, ça fait 190, mais ce qui est absorbé, ça fait 190 aussi. Donc le budget est parfaitement équilibré, ce qui explique que la quantité pré-industrielle de carbone, donc avant le début de la révolution industrielle, avant qu'on ne commence à brûler massivement du charbon, puis plus tard du pétrole et puis du gaz, cette quantité est de l'ordre de 600 milliards de tonnes de carbone. C'est la quantité qui est cohérente avec la concentration dont je vous parlais tout à l'heure, cette valeur, merci, pré-industrielle de 280 millionièmes de CO2 dans l'atmosphère. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous assommer pendant 3/4 d'heure avec des chiffres. Je passe beaucoup de temps sur cette dia-ci et la suivante parce que je pense que ce sont deux dias très importantes et que ça permet de comprendre même certains aspects des difficultés qui sont derrière les négociations internationales. Je continue. Donc, 600 milliards de tonnes de carbone, et on est resté à ce niveau-là au cours des 10 000 dernières années, à peu de choses près, parce que les flux naturels étaient très importants, d'accord, vers l'atmosphère, mais ils étaient parfaitement compensés, parfaitement équilibrés par un recyclage effectué par les mêmes systèmes naturels. Ce que les activités humaines font, et ce sont les chiffres pour la dernière décennie du XXe siècle, peu importe, les chiffres sont un peu différents aujourd'hui, mais pour l'explication, ça n'a pas d'importance. C'est que nous, quand je dis nous, c'est l'ensemble de l'humanité, déséquilibrons ce cycle qui était en équilibre en émettant chaque année 6,4, encore une fois, on est au-dessus de ces chiffres-là aujourd'hui, ce sont les chiffres pour la dernière décennie du XXe siècle, 6,4 milliards de tonnes par la combustion des combustibles fossiles, 1,6 à peu près par le déboisement et les changements dans l'utilisation des sols, un total de 8, dont on retrouve chaque année un petit peu plus de 3, disons grosso modo la moitié de ce qui est émis dans l'atmosphère de manière supplémentaire année après année. Donc chaque année, la couverture de CO2, qui est ce gaz qui piège la chaleur, s'épaissit de plus de 3 milliards de tonnes de carbone, donc une douzaine de milliards de tonnes de CO2 qui sont rajoutées année après année et qui expliquent l'augmentation de la concentration en CO2. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a que, grosso modo, la moitié de ce que nous émettons qui se retrouve dans l'atmosphère? Eh bien parce que l'autre moitié, heureusement, elle est recyclée en partie par la végétation, en partie par les océans. Donc, dans la partie chaude des océans, il y a un quart, grosso modo, du CO2 que nous émettons qui est absorbé par les océans, on en reparlera un peu plus tard, et l'autre quart, grosso modo, il est absorbé par les forêts, la végétation, qui aime bien avoir davantage de CO2 dans l'atmosphère, puisque le CO2, c'est un fertilisant en quelque sorte, donc cette végétation pousse mieux avec plus de CO2 dans l'atmosphère. Mais elle ne peut pas recycler tout, et il reste une moitié dans l'atmosphère. Alors, on peut comprendre, à partir de ces chiffres-là, ces budgets extrêmement simples, sans modèle climatique, si on accepte ces chiffres-là qui sont bien connus, que
grosso modo, tant qu'on ne divise pas les émissions par 2, en première approximation, le problème va continuer à s'aggraver. Donc on n'a pas besoin de modèle climatique, on doit simplement comprendre ces budgets carbone pour comprendre qu'en première approximation, tant qu'on émet 2 fois plus que ce que les systèmes naturels ne peuvent absorber, la couverture de CO2 elle va continuer à s'épaissir, année après année. Comme sur votre lit, si vous mettez chaque année une couverture de plus, vous allez finir par avoir nettement trop chaud. Et donc, stabiliser les émissions, ça n'arrange rien. Puisque tant qu'on émet 2 fois plus que ce que les systèmes naturels ne peuvent absorber, la couverture isolante autour de la Terre va continuer à s'épaissir. Première chose très importante que l'on peut comprendre, ce facteur 2 en première approximation. Je dis bien en première approximation. Pourquoi? Parce que j'ai insisté sur le fait que le CO2 se dissolvait mieux dans l'eau froide que dans l'eau chaude. Oui, mais le climat, il se réchauffe. Donc forcément, il va y avoir de moins en moins d'eau froide et de plus en plus d'eau chaude. Donc ce chiffre-ci, il va diminuer. Si ce chiffre-là diminue, à émission constante, ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de CO2 qui reste sur le carreau, qui reste dans l'atmosphère. Et ce chiffre-là, il va diminuer aussi. Pourquoi? Parce que nous scions littéralement la branche sur laquelle nous sommes assis en déboisant. Donc on supprime les arbres qui nous rendent ce service extraordinaire de recycler une partie du CO2 que nous émettons. Et en plus de ça, un climat plus chaud, dans certains cas plus sec, avec des vagues de chaleur, des sécheresses, etc., il n'est pas tellement favorable à la croissance de la végétation. Et donc, ce serait bien illusoire de penser que ce chiffre-là va rester à ce niveau-là. On va aussi diminuer l'absorption de ce que la végétation peut faire pour nous aider. Et donc, à émission égale, la part qui va rester dans l'atmosphère va malheureusement augmenter. Alors, un argument que les semeurs de confusion, je n'aime pas l'autre expression qu'on utilise parfois pour parler d'eux et que vous connaissez, utilisent parfois, c'est que les émissions humaines, c'est sans intérêt. Ça n'a aucune importance, ça n'a aucun intérêt, aucun sens même d'essayer de réduire de 10%, 20%, 50% les émissions humaines de CO2 et d'autres gaz à effet de serre, puisque ces émissions humaines ne représentent que 4 à 5% des émissions naturelles. Et quand ils disent ça, les semeurs de confusion, ils font ce qu'ils font souvent, à savoir mélanger un élément qui est correct, à savoir que les émissions humaines ne représentent que 4 à 5% des émissions naturelles, c'est vrai. 8 par rapport à 190, ça fait à peu près 4%, en arrondissant les chiffres. Mais ce qu'ils ne disent pas, alors qu'ils le savent pertinemment, donc c'est vraiment un mensonge délibéré destiné à semer la confusion, c'est que les systèmes naturels, eux, ils recyclent leurs émissions. Nous pas. Nous émettons et puis après nous, le déluge. Donc on ne peut pas comparer les émissions humaines et les émissions naturelles. C'est tout à fait malhonnête. Donc vous voyez qu'avec ce graphique, on a pu comprendre un certain nombre de choses. Dernier élément sur ce diagramme, les responsabilités historiques, qui sont une des difficultés dans les négociations. Parce que comme le CO2 s'accumule dans l'atmosphère et qu'il reste typiquement, en tout cas une part du CO2 reste des siècles, on estime même que 40% du CO2 émis aujourd'hui sera encore présent dans l'atmosphère dans 1000 ans. Ça veut dire que les émissions passées, les émissions, principalement, si on parle du passé, des pays développés, exercent toujours et vont exercer encore pendant longtemps leur influence sur le climat. Et ça, les pays en développement le savent bien. Ils savent bien que ce ne sont pas les émissions instantanées qui comptent en termes de responsabilité, c'est le cumul des émissions. Et entre 2/3 et 3/4 des émissions cumulées que l'on trouve dans l'atmosphère aujourd'hui viennent des pays développés, pas des pays en développement. D'où une des grandes difficultés dans les négociations climatiques, c'est que les effets que l'on commence à voir aujourd'hui et qui sont très largement dus et associés aux responsabilités historiques des pays développés
ils sont dans une équation où les émissions la balance des émissions est en train de changer, où de plus en plus ce sont les pays émergents, les pays en développement qui émettent, alors que les impacts de plus en plus importants qui deviennent visibles sont jusqu'à présent principalement le résultat des émissions passées sur lesquelles il est difficile de revenir. Donc c'est un des éléments qui rend les négociations climatiques très difficiles. Alors comment est-ce que l'on sait que ce sont bien les émissions de gaz à effet de serre qui sont à l'origine des changements climatiques? Eh bien, en comparant les résultats de modèles qui sont alimentés uniquement par les facteurs naturels, c'est la simulation bleue qui est ici. On essaie de reproduire la température observée qui est là. Je vous ai montré cela tout à l'heure. On essaye de reproduire cette température avec deux catégories de modèles. Des modèles qui sont alimentés par les seuls facteurs naturels, c'est la courbe bleue. Et vous voyez qu'au fil du temps, et ce sont les différents rapports du GIEC, cette courbe bleue, elle arrive de moins en moins bien à reproduire au cours des 50 dernières années l'évolution observée, alors que la courbe rouge, elle, est le résultat de simulations qui sont forcées, qui sont alimentées non seulement par les facteurs naturels, les petites fluctuations d'activité solaire par exemple, mais aussi par les gaz à effet de serre dont nous parlions. Et donc progressivement, et vous voyez au fil du temps, le premier assessment report du GIEC en 1990 jusqu'au dernier, la confiance du GIEC quant à l'attribution du réchauffement, en tout cas au cours des 50 dernières années, aux gaz à effet de serre est devenue de plus en plus importante jusqu'à dire qu'il est extrêmement probable que l'essentiel du réchauffement des 50 dernières années est bien dû aux activités humaines par les émissions de gaz à effet de serre. C'est ce que montre ce diagramme également. Alors les émissions, elles ont fortement cru au cours des dernières décennies, comme vous le voyez ici, ce sont les émissions de CO2 qui sont montrées ici. Ce qui est en gris vient de la combustion des combustibles fossiles et de la production de ciment. Ce qui est en beige, disons, c'est ce qui vient du déboisement, qui représente donc grosso modo 15% du total. En termes de secteur, on sait bien que l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre viennent du secteur de la production d'énergie, mais vous avez les autres pourcentages qui montrent que les autres secteurs ont une responsabilité importante aussi. Les effets des changements climatiques, évidemment, se manifestent de bien d'autres manières que par cette notion très abstraite de température moyenne globale. Des événements comme les vagues de chaleur, les sécheresses, les événements de pluie très intenses, comme celles que l'on a vues dans le sud-est de la France il y a quelques jours, sont en train de se multiplier depuis le milieu du siècle et sont appelés à devenir de plus en plus fréquents. Les impacts des changements climatiques sont déjà visibles, sont déjà en cours, depuis les tropiques jusqu'aux régions polaires, sur tous les continents et dans les océans, affectant les pays riches et les pays pauvres, avec cette règle malheureusement universelle que ce sont toujours les pauvres qui sont les plus vulnérables. Alors comment est-ce que le GIEC peut s'intéresser au climat du futur? Eh bien, pour s'intéresser au climat du futur, il faut travailler avec des scénarios. On fait des projections climatiques, on ne parle pas de prédiction climatique, on parle de projection, parce qu'on ne peut pas prédire le climat sans savoir comment va évoluer la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc on est dans l'ignorance de la manière précise dont cette concentration va évoluer. On est obligé de travailler sur la base de scénarios. Voilà les 4 scénarios principaux pour les 300 prochaines années. Un scénario business as usual, en tout cas jusqu'aux environs 2200, qui est ce scénario-ci, qui conduit à des concentrations qui s'approchent de 2000 ppm à la fin du 22e siècle. Et au contraire, à l'autre extrême, le scénario bleu foncé, le RCP 2.6, sous son petit nom, qui arrive à stabiliser la concentration à des valeurs proches
de la concentration actuelle. Quand on fournit ces scénarios au modèle climatique, on a, en tout cas pour les deux extrêmes, les résultats suivants pour la fin du siècle. Le scénario business as usual nous amène à des températures qui sont de 3 à 5 degrés au-delà de la température du début du XXIe siècle, tandis que le scénario, qui est évidemment un scénario où on met en place beaucoup plus de mesures de réduction d'émissions, notamment par l'efficacité énergétique, le thème de ce salon, c'est une température qui reste au voisinage de plus 1 degré au-dessus de la température actuelle, donc grosso modo 2 degrés au-dessus de la température pré-industrielle. Alors on pourrait se dire, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas un réchauffement pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas un réchauffement de quelques degrés, 4 degrés, 5 degrés de plus d'ici la fin du siècle? Eh bien, pour répondre à cette question-là, je vous montre cette dia-ci que personnellement je trouve assez forte et qui montre, je suis désolé pour la déformation qui vient du fait qu'on m'a obligé à faire des dias en format 16:9 alors que d'habitude c'est en 4:3, mais vous voyez bien qu'on parle de la Terre et qu'elle ne s'est pas aplatie pour autant. La Terre telle qu'elle se présentait il y a 20 000 ans, une fois qu'on a retiré les nuages, vous voyez une très épaisse couche de glace de 2 à 3 km d'épaisseur sur l'Amérique du Nord, sur le nord de l'Europe, tellement de glace stockée dans ces deux régions que le niveau des océans est 120 mètres plus bas, je dis bien 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. La différence, si je vous montre ça, c'est parce que la différence entre cette planète-là et cette planète-ci n'est que de 4 à 5 degrés en moyenne mondiale. Cette planète-ci, c'est celle que l'on connaît aujourd'hui, avec une calotte glaciaire sur le Groenland, une sur l'Antarctique qu'on ne voit pas ici, un peu de glace qui flotte sur l'océan et qui n'a pas d'influence sur le niveau des mers, plus de calotte glaciaire sur l'Amérique du Nord ni sur l'Europe. Il a fallu 3 à 4 000 ans, comme le montre ce diagramme, pour gagner ces 4 à 5 degrés. Cela a changé de manière majeure, bien évidemment, et plutôt dans le bon sens, reconnaissons-le, l'habitabilité de la planète. En tout cas, à part pour les régions côtières, parce que ceux qui habitaient 50 mètres plus bas que le niveau actuel des mers, ils ont dû déménager. Mais je vous montre cela parce qu'un changement de quelques degrés en moyenne mondiale, ça représente en termes d'habitabilité de la planète des changements tout à fait considérables. Et ici aussi, on parle de changements très rapides. On parle de gagner potentiellement 4 à 5 degrés en 100 ans, alors qu'il a fallu, comme vous le voyez ici, quasiment 3 à 4 000 ans pour gagner ces 4 à 5 degrés. Et que pendant les 10 000 ans qui ont suivi, à 1 degré près, plus ou moins 1 degré, la température a été stable. C'est toute la période pendant laquelle les civilisations se sont développées, l'agriculture, les régions côtières, les infrastructures. Donc, bien entendu, si on gagnait quelques degrés en 100 ans, beaucoup de paramètres de l'habitabilité de la planète seraient modifiés. Je n'ai pas le temps de vous montrer en détail le zoom sur l'Europe. Vous imaginez bien qu'elle s'échauffe aussi. Les effets sur les précipitations, un assèchement du bassin méditerranéen. Par contre, plus de pluie en moyenne annuelle dans le nord de l'Europe. Le niveau des mers est appelé à augmenter, ça dépend des scénarios, mais quelque part entre 30 cm et 1 mètre d'ici la fin du siècle. Vous voyez que ce sont des courbes qui sont loin de se stabiliser aussi. Même si on a une certaine stabilisation de la température, c'est beaucoup plus difficile de stabiliser le niveau des mers. Exemple de conséquences dans l'actualité, on a beaucoup parlé ces dernières semaines des migrations depuis le sud de l'Europe. Eh bien, la zone qui est en rouge ici, elle se trouve à moins d'1 mètre au-dessus du niveau de la Méditerranée. Il y avait, il y a 15 ans, 10 millions de personnes qui cultivaient et habitaient dans cette région-là. Vous imaginez bien que si le niveau monte ne fût-ce que de 50 cm, ce sont des millions de personnes qui vont être appelées à devoir trouver un meilleur endroit où aller. Un quart des émissions de CO2, je vous l'ai dit, sont absorbés par l'océan. Alors, merci à l'océan de faire le recyclage, en partie en tout cas, de ce que nous émettons dans l'atmosphère. Il recycle, il nettoie derrière nous, puisque nous ne nous occupons en rien de recycler le CO2 que nous émettons dans l'atmosphère. C'est très bien. Mais il y a un petit problème.
c'est que mettre de telles quantités de CO2 dans l'atmosphère, ça contribue, dans l'océan, pardon, ça contribue à acidifier l'océan. Quand vous mettez du CO2 dans l'eau, eh bien, ça rend l'eau plus acide. L'acidité, elle est mesurée par le pH. Plus le pH est bas, plus l'acidité est grande. On a déjà, comme vous le voyez ici, observé une faible diminution, une certaine diminution du pH de l'océan mondial. Si on est sur le scénario business as usual, on va vers une acidité significativement plus importante, avec tous les effets que vous pouvez imaginer sur la vie marine, notamment tous les organismes marins qui ont une petite coquille en carbonate de calcium. Bonne chance à ces organismes marins pour se développer dans un milieu qui devient de plus en plus acide. Bien sûr, il y a une palette d'impacts allant de difficultés dans le domaine de la sécurité alimentaire et de l'accès à l'eau, pauvreté accrue, migration, on en a parlé, inondations dans les régions côtières. Et face à tout cela, on peut évidemment faire un certain nombre de choses. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans deux catégories. L'adaptation, ici vous avez des enfants qui essayent de planter des mangroves pour amortir l'effet des vagues dans une petite île du Pacifique, quand il y a une tempête tropicale qui pousse l'eau vers l'île. On se rend bien compte que ça a un certain potentiel, mais qu'on ne va pas résoudre tous les problèmes comme ça. Le potentiel de l'adaptation pour réduire le risque, il a été évalué pour l'ensemble des régions du monde, pour les problèmes, les principaux secteurs d'impact, en particulier pour deux configurations. Vous avez le niveau de risque ici, un monde où la température est limitée à un réchauffement de 2 degrés, où le réchauffement est limité à 2 degrés, un monde où le réchauffement atteint 4 degrés. Donc ce concept ici, je vous explique la légende ici du diagramme. Je vous montre maintenant concrètement ce que ça représente, par exemple, pour l'Afrique. Et je vais me focaliser sur la sécurité alimentaire. Je vais vous expliquer la légende rapidement, mais vous aurez le temps de revoir mes dias à votre aise si vous voulez plus tard. Et regardez ce qui se passe. Oui, ce que j'ai oublié de vous montrer, c'est que ce qui est assuré, c'est le potentiel de réduction du risque par des mesures d'adaptation. Oui, l'adaptation peut réduire le risque, bien sûr, et il faut faire de l'adaptation. Partout on peut le faire. Mais le potentiel, il n'est pas infini. Je dirais même qu'il est très limité dans le cas de la sécurité alimentaire en Afrique, surtout si on n'est pas dans le monde où la température est limitée, le réchauffement est limité à 2 degrés, ce schéma-ci, mais qu'on est dans celui-là où il faut bien chercher pour voir la réduction du risque. Là, on est à très élevé ici à droite, et c'est plus très élevé, c'est un petit peu moins que très élevé. Bon, la satisfaction est quand même très limitée. Le GIEC a fait cet exercice-là pour l'ensemble des régions du monde, chaque fois pour les secteurs clés, qui ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre. Je n'ai évidemment pas le temps de les parcourir. Il est clair que les risques augmentent si les émissions continuent et si la température augmente, ce que le GIEC a essayé de résumer dans ce diagramme qui montre les 5 principaux motifs de préoccupation en fonction, et leur évolution, avec un code de couleur facile à comprendre, en fonction de l'augmentation de température, avec les 2 premières colonnes, ici les 2 premières catégories de risques qui sont associées aux risques pour les systèmes humains ou naturels uniques ou déjà fragiles, et la deuxième colonne est liée aux risques liés aux événements extrêmes. Et vous voyez que quand on dépasse 1,5 degré, 2 degrés au-dessus de la température pré-industrielle, ce que montre ce thermomètre-ci, eh bien on rentre dans la zone de risque élevé par rapport au changement climatique. Et donc, il y a une explication au choix qui a été fait à Copenhague en 2009 par les dirigeants du monde entier, confirmé en 2010, de faire tout pour essayer de limiter le réchauffement à 2 degrés. C'est parce qu'au-delà de 2 degrés, ont-ils estimé, ce n'est pas le GIEC qui a estimé ça, c'est un choix politique qui a fait appel à des jugements de valeur sur la base des informations du GIEC, ont estimé qu'au-delà de 2 degrés, voire 1,5 degré, il y a toujours un débat pour savoir si c'est 1,5 degré ou 2 degrés, les impacts risqueraient de devenir dangereux pour l'humanité. Alors, comment est-ce qu'on fait pour être plutôt donc dans cette zone-là que dans cette zone-là? Eh bien, il faut
avoir des émissions de gaz à effet de serre, vu ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le cycle du carbone, qui sont en forte réduction. Je vous ai dit tout à l'heure, première approximation, un facteur 2. Mais je vous ai dit aussi, ça, c'est la première approximation. En fait, si on veut rester au voisinage de 2 degrés, ne pas dépasser à peu près 2 degrés de réchauffement, il faut avoir des émissions qui suivent ce schéma-ci, cette zone-ci. Et vous voyez que le zéro, il est ici, la ligne 0, elle est là. Donc ce sont des émissions globales, des émissions mondiales de CO2. Ce qui est montré ici, c'est le CO2 équivalent. Donc on parle de l'ensemble des gaz à effet de serre qui atteignent 0 et qui passent même en dessous du 0. Ça veut dire qu'on absorbe plus que ce qu'on émet bien avant la fin du siècle. Donc c'est là que le défi est formidable. D'autant plus que le GIEC a montré, et c'est une des nouveautés du dernier rapport, qu'il y avait une relation qui était quasiment linéaire entre le cumul des émissions de CO2, qui est montré sur l'axe horizontal. Vous avez ici la légende en milliards de tonnes de CO2, en milliers de milliards de tonnes de CO2, et l'augmentation de température. 2010, à peu près 1 degré, je vous l'ai dit, un petit peu moins de 2000 milliards de tonnes de CO2, et une relation à peu près linéaire entre les deux. Et pour le futur, cette relation linéaire, elle reste valable. Alors ça a une conséquence très importante. Ça veut dire que si on veut rester, par exemple, en dessous de 2 degrés de réchauffement, eh bien, il y a une quantité maximale cumulée de CO2 que l'on peut émettre. Et si on la dépasse, on dépasse automatiquement le seuil de température qu'on s'est fixé. Quel est ce budget CO2, ce budget carbone qui est suggéré, qui est appuyé sur la figure que je viens de vous montrer? Il est là. Le total du budget carbone disponible, si on veut rester, si l'humanité veut rester sous la barre des 2 degrés, avec une probabilité d'au moins 2/3, ce qui entre nous n'est quand même pas une probabilité très élevée, hein, c'est 2900 milliards de tonnes de CO2. Le petit problème, c'est qu'on a déjà émis, et c'était jusqu'en 2011, donc on est au-delà de ce chiffre-là, les 2/3 de ce chiffre-là, et ce qui reste, un chiffre rond, c'est ce qui restait en 2011, après 2011, c'est 1000 milliards de tonnes de CO2. Alors encore une fois, c'est un chiffre qui a l'air gigantesque, seulement, regardez celui-ci, on émet 40 milliards de tonnes chaque année. Alors 1000 divisé par 40, il ne faut pas avoir un prix Nobel de physique pour savoir que ça fait 25 ans. À cette vitesse-là. Et donc, vous comprenez pourquoi la décroissance vers zéro, la décroissance des émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre vers zéro est nécessaire. Alors, comment faire? Visiter le salon, hein, parce que une des mesures très importantes, et je n'ai pas modifié la DIA ici, c'est une DIA faite par le GIEC il y a 1 an. Je n'ai pas modifié la DIA, j'ai seulement mis en gras quelques mots dans la première ligne, vu l'endroit où nous étions aujourd'hui. Hein, l'efficacité énergétique a un rôle très important. Le GIEC dit qu'il est possible de limiter le réchauffement à 2 degrés, voire 1,5 degré, à condition de mettre en œuvre à peu près toutes les mesures qui sont connues aujourd'hui, à peu près toutes les technologies qui sont connues aujourd'hui, les mesures économiques aussi. On a parlé du prix du carbone dans le débat qui précédait. Ça fait évidemment partie aussi des outils très importants à utiliser et à considérer. Avec, encore une fois, et je vous l'assure, je n'ai pas modifié la DIA à part mettre 2 mots en gras, les scénarios qui permettent de rester en dessous de 2 degrés, voire 1,5 degré, ce sont des scénarios qui sont caractérisés par une amélioration très rapide de l'efficacité énergétique, un quasi-quadruplement de la part des énergies bas carbone ou sans carbone, renouvelables, nucléaires, énergies fossiles avec capture du carbone, de manière à ce que cette part des énergies bas carbone atteigne 60% en 2050. Tout cela ne coûterait pas si cher que cela, à condition d'avoir un accord international, à condition d'avoir un accord équitable et ambitieux, hein, puisque cela ne coûterait que 0,06% du PNB mondial, ce qui est un chiffre extrêmement faible, mais il faut le dire, qui est basé sur une hypothèse forte, à savoir qu'il y a
un accord international et qu'il y a un prix international sur le carbone. Alors 0,06%, c'est même calculé sans tenir compte des bénéfices que l'on a en termes d'impact climatique évité. Hein. Donc c'est potentiellement un chiffre très faible. Je reprends cette vieille dia que j'aime bien, qui est une dia du rapport précédent et qui montre comment par secteur, à l'horizon 2030, par rapport au scénario business as usual, il est possible d'éviter des émissions. Donc l'échelle verticale ici, on va attendre qu'elle ait fini parce que je ne sais pas si vous m'entendez autrement. Ce qui est montré ici, ce ne sont pas les émissions dans chacun de ces secteurs, c'est le potentiel de réduction d'émissions en optimisant les coûts économiques à l'horizon 2030 par rapport au scénario business as usual. Et le secteur, et ce n'est pas tout à fait un hasard, dans lequel les réductions sont les plus fortes, les réductions possibles sont les plus fortes, c'est le secteur des bâtiments. Les couleurs sont relatives aux régions. La couleur du dessus sont les pays en développement. Celles-là, ce sont les anciens pays de l'Est. Celles-là sont les pays de l'OCDE. Et s'il y a 3 colonnes, et c'est particulièrement visible ici pour l'industrie, c'est parce qu'on fait 3 hypothèses sur le prix du carbone à l'échelle mondiale. Moins de 20 $ par tonne de CO2 équivalent, moins de 50 ici pour la colonne du milieu, moins de 100. Donc plus le prix est élevé, plus évidemment la motivation des acteurs devient grande pour cesser d'utiliser l'atmosphère comme une grande poubelle gratuite, ce que l'on a fait depuis 200 ans. Je vais bientôt terminer parce qu'à ma montre ici, il me reste 3 minutes et je voudrais laisser un petit peu de temps pour les questions. Et je ne vais pas vous montrer ce graphique-là en détail, il est illisible. Je sais parfaitement qu'il est illisible, mais je vais vous montrer les chiffres qui en ressortent et qui sont beaucoup plus lisibles et qui montrent les changements d'investissement qui seraient nécessaires à l'horizon 2030 en milliards de dollars par an, aussi dans un scénario où on optimise les coûts, et en laissant les modèles économiques tourner et nous dire, ou dire aux auteurs du chapitre pertinent du GIEC, quels sont les secteurs où les changements les plus importants sont nécessaires. Encore une fois, je n'ai pas trafiqué la dia pour l'exposé d'aujourd'hui. Le secteur dans lequel les changements d'investissement positifs doivent être les plus importants, c'est le secteur de l'efficacité énergétique, 330 milliards de dollars par an, si on veut se trouver sur la trajectoire qui permet de rester sous les 2 degrés de réchauffement dans les siècles qui viennent. Je ne vais pas vous lire tout ceci, c'est l'énumération des très nombreuses mesures et catégories de mesures qui permettent de mettre en œuvre les techniques qui sont connues pour réduire les émissions. Je voudrais juste terminer en montrant quelques dias encore. Celle-ci qui donne un exemple des co-bénéfices que l'on peut avoir en travaillant sur la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. C'est l'amélioration de la qualité de l'air et la réduction des effets sur la santé humaine. L'humanité a le choix. On a le choix entre un monde à la fin du siècle qui ressemble à celui-ci en termes d'augmentation de température, un monde qui est associé à des réductions d'émissions très substantielles, ou celui-ci, qui rappelle une fois de plus que quand on parle de température globale, il ne faut pas se laisser tromper par le chiffre moyen global. Un chiffre de 5 degrés en moyenne mondiale, ça veut dire 7, 8, 9 degrés sur les continents et quand on s'approche des régions polaires. C'est sur les continents que les gens habitent, ce n'est pas au milieu des océans, à part quelques exceptions. À cause de cette nature cumulative de l'accumulation du CO2 dans l'atmosphère, à cause de ce cycle du CO2 sur lequel j'ai passé tant de temps tout à l'heure, plus longtemps on attend pour inverser la courbe et plus tard le pic d'émissions mondiales a lieu, plus ça devient difficile de rester dans le budget, évidemment, et à un moment donné, ça ne devient plus possible de réduire à ce point-là, en tout cas de le faire volontairement. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le sujet, je vous montre la référence du livre qui est sorti il y a 15 jours chez The Book et qui devrait être disponible dans toutes les bonnes librairies. On m'a dit qu'il n'était pas encore à la FNAC, mais je vais aller vérifier moi-même. Voilà. Merci pour votre attention.
45 minutes 32 secondes à ma montre, donc on devrait avoir un petit peu de temps pour des questions, si vous voulez. Ou des réactions. Oui, il y a une question là-bas. Bonjour, oui, on m'entend bien? Oui. Du coup, oui, je suis étudiant en économie de l'environnement. J'avais juste une question sur les rétroactions dites positives du changement climatique. Est-ce qu'elles sont prises en compte dans les modèles du GIEC? Notamment, je pense à la fonte du permafrost ou le fait que les forêts et les océans pourront peut-être capter moins de CO2 à l'avenir. Et du coup, est-ce que même le scénario le pire dans les projections du GIEC, le scénario RCP 8.5, serait pas même un peu conservateur si jamais ces feedbacks positifs ne sont pas pris en compte? Merci. Alors, je vous propose peut-être de prendre quelques questions. Je vois que Jean-Marc Jancovici Elle est ne porte prêt à pas poser la question. du tout sur le même sujet, donc je préfère la poser après. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va peut-être faire autrement. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui portent sur les aspects plus climatologiques pour peut-être les regrouper? S'il n'y en a pas, je vais répondre à cette question-là. Alors, une des grandes différences de nature entre les scénarios qui ont été utilisés dans le 5e rapport et les scénarios qui avaient été utilisés dans les rapports précédents, c'est justement que les scénarios RCP, je n'ai pas dit ce que c'était RCP, ce sont les Representative Concentration Pathways. Donc ce ne sont pas des scénarios d'émission. Justement, ce sont des scénarios de concentration. Donc, on fournit au modèle directement la concentration en CO2 et en autres gaz à effet de serre, et on n'a pas besoin, en première approche en tout cas, de leur dire d'où viennent les émissions. Est-ce que ces émissions viennent du fait qu'il y a du méthane qui est libéré ou du CO2 qui est libéré par le permafrost? Est-ce qu'ils viennent de forêts qui ont été coupées ou de matières organiques en décomposition? Et donc, on a l'avantage que ces scénarios ne sont pas directement influencés par ce que l'on pourrait apprendre par la suite sur l'accélération de certains processus. Alors évidemment, votre question est bonne. Est-ce que le RCP 8.5, est-ce que c'est vraiment le pire des scénarios que l'on peut envisager? Eh bien, normalement, oui, parce que le mandat qui a été donné au groupe de travail qui a choisi la gamme de scénarios considérés, c'est justement pour informer une gestion de risque bien fondée. C'est important de savoir quelle est la palette, quel est l'éventail le plus large possible, quel est le scénario le plus bas que l'on pouvait imaginer quand on a commencé ce travail en tout cas, et c'est le scénario RCP 2.6, et quel est le scénario le plus élevé que l'on pouvait imaginer, en tenant compte des pires hypothèses, y compris fonte du permafrost, feedback qu'on ne connaît pas très bien, etc. Et celui-là, c'est le 8.5. Donc, a priori, le 8.5 est bien le pire des scénarios, disons, dans l'état actuel des connaissances. Voilà. Jean-Marc. Oui, il marche. J'avais une question sur le fondement même du GIEC. Pendant de nombreuses années, tu as parcouru le monde en faisant soit ce genre de conférences, soit en t'occupant de ce que fait le GIEC, c'est-à-dire de servir de courroie de transmission entre le monde scientifique et ce qu'on a coutume d'appeler les décideurs au sens large. Est-ce que tu pourrais nous faire un retour d'expérience sur les pays ou les cultures où tu as l'impression que la science est la mieux placée pour aider à la décision publique, et les pays où il te semble qu'il y a un mur particulièrement difficile à franchir sur l'influence du fait scientifique sur la décision politique? Et j'ai un codicile à cette question. J'ai donné tout à l'heure un avis qui est en fait un étonnement sur le nouveau président du GIEC, indépendamment de tout, j'allais dire, histoire personnelle à laquelle c'est nécessairement associé. Est-ce que toi, tu as une lecture de cette élection? Est-ce qu'on peut tirer un enseignement sur quelque chose concernant l'avenir du fait que ce soit un Asiatique et ce soit un économiste? Mais la première question m'intéresse plus que la seconde. Bon, je ne suis pas analyste politique et je ne suis pas, je suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre à cette question très intéressante. Hein. Maintenant,
Je pense que c'est assez clair qu'en Europe, par exemple, il y a un appétit assez grand assez grand, hein, je n'ai pas dit infini, pour écouter les scientifiques avant de prendre des décisions politiques. Ce n'est pas toujours le cas non plus, hein. Mais cet appétit est certainement plus grand en Europe que de l'autre côté de l'Atlantique, par exemple, pour le moment, ou en tout cas au Congrès américain, les semeurs de confusion sont rois dans une partie, en tout cas, dans une partie du Congrès. Alors, dans les pays en développement, ben la capacité scientifique est en général beaucoup moins grande que à peu près ça doit être les 2/3 à peu près des scientifiques qui participent au GIEC viennent soit d'Amérique du Nord, viennent de l'OCDE d'une manière, pour le dire simplement, parce que les capacités scientifiques dans les pays en développement sont loin derrière, notamment en modélisation du climat, par exemple, ou même tous les aspects qui concernent la réduction d'émissions. C'est quand même surtout dans les pays de l'OCDE que les connaissances se trouvent. Bon, la balance est en train d'évoluer. Les pays émergents, notamment, sont très clairement en train d'émerger, scientifiquement aussi. Et c'est probablement, c'est le lien avec la deuxième question, c'est probablement une des raisons pour lesquelles la Corée, qui était un pays en développement il y a quelques dizaines d'années, est si désireuse d'apparaître sur le plan international, sur la carte. Je ne pense pas que c'était tellement une candidature personnelle, et donc je ne vais pas m'attarder à la personne. Je crois que c'est le processus qui est intéressant, d'autant plus que le pays en question a mis des moyens énormes derrière la recherche et le soutien à cette candidature. En venant avec des délégations qu'on n'avait jamais vues au GIEC, des délégations de 30 personnes, alors que le monde entier est représenté par 400 personnes, il y a un pays qui est représenté par 30 personnes. Quand même, on n'avait jamais vu ça. Donc ils ont mis une quantité de moyens sur cette campagne électorale qui a surpris tout le monde. Et je crois que ça doit être lié à un souci de reconnaissance. Ils ont le secrétaire général des Nations Unies, ils ont le siège du Fonds vert pour le climat, et maintenant ils ont le président du GIEC. Ils ont aussi, paraît-il, depuis peu, le secrétariat de l'Organisation maritime internationale, où il s'est passé la même chose. Il y avait un candidat danois qui était le favori. Et puis tout le monde était très surpris, il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne sais pas quand l'élection a eu lieu, de voir que c'était un Coréen qui avait été élu à la surprise générale. Bon, je crois que c'est lié à une volonté de reconnaissance du pays. Je pense que c'est plus en termes de géopolitique et de pays qu'il faut analyser ça qu'en termes de personnes. Et bon, économiste, pourquoi pas, hein. Après tout, il y a beaucoup de problèmes économiques autour de la question. Si j'avais été élu, j'aurais été climatologue, physicien. Bon, j'ai travaillé avec des économistes à certains moments dans ma carrière, mais on aurait pu dire, bon, il n'est pas économiste, donc avec quelle autorité est-ce qu'il peut parler du prix du carbone? Bon, ici, c'est le contraire. Il peut parler avec une certaine autorité du prix du carbone, et on va certainement l'interpeller sur ce qu'il sait à propos de la climatologie. Mais ça, c'est inévitable quand on a une personne qui est l'image de l'ensemble de l'institution. Mais il n'y a pas qu'une personne non plus au GIEC. Il y a tout un bureau autour. Hein, il y a une coprésidente française, d'ailleurs, qui a été élue pour le groupe 1, Valérie Masson-Delmotte, qui fera certainement du très bon travail. Et il y a 33 autres membres dans le bureau. Et il n'y a pas que le président. Hein. Le président n'est que le chef d'orchestre. Alors, moi, j'avais une question sur les rapports Nord-Sud, notamment au sein du GIEC. Alors, j'ai lu le fameux livre de Hamid Dahan sur 20 ans de négociations climat, qui retrace un petit peu comment a été perçue notamment l'arrivée de ce sujet par les pays du Sud, qui se sont dit « oh là là, ça c'est un coup pour les pays du Nord, pour nous empêcher de se développer ». Et il y avait un très grand risque que les pays du Sud rejettent en bloc le constat scientifique, sous prétexte que c'était un coup du Nord pour les empêcher de se développer. Et le GIEC aurait a priori joué un rôle très important en donnant une importance significative aux chercheurs du Sud,
en les surreprésentant d'une certaine façon, parce qu'ils ont eu un nombre de représentants qui n'était pas forcément proportionnel à la quantité de personnes formées chez eux, puisque par la force des choses, ils sont un peu moins nombreux au sud. Est-ce que toi, tu as vécu ça? Est-ce que tu le confirmes? Est-ce que tu as vu l'impact que ça a pu avoir, du coup, dans l'acceptation par le Sud du constat et peut-être un peu plus loin, derrière, sur les conséquences sur les négos et le positionnement Nord-Sud dans les négos? Et je crois que c'est très important que les équipes d'auteurs, donc il y a 831 auteurs principaux qui ont écrit le dernier rapport du GIEC, plus des centaines d'auteurs qui ont apporté des contributions plus ponctuelles. Je crois que c'est très important qu'il y ait une diversité dans ces auteurs, une diversité de nationalités, de disciplines aussi, dans ces auteurs. C'est extraordinairement important d'avoir suffisamment d'auteurs du Sud. Bien sûr, il faut que les auteurs soient qualifiés. Hein. On sélectionne d'abord sur les CV et pas d'abord sur l'origine géographique de ces auteurs. Je crois que dans l'ensemble, on peut dire que les auteurs venant de pays en développement dans les travaux du GIEC ont été de très bonne qualité. Alors peut-être qu'ils étaient moins connus, peut-être qu'ils avaient moins de publications et moins d'accès aux revues internationales pour lesquelles il faut parfois payer pour des montants importants pour pouvoir publier. Mais en termes de connaissances et de qualifications, je crois que pour une très grande majorité, ces auteurs étaient d'une très grande qualité. On ne pouvait pas dire que c'était qu'ils avaient été sélectionnés simplement parce qu'ils venaient de tel ou tel pays et qu'il fallait équilibrer, etc. Je crois que ça, c'est pas vrai. Et dans mon programme, comme dans celui du président actuel, il y avait aussi un accroissement du poids des auteurs des pays en développement parce que l'équilibre du monde est en train de changer et que il y a de plus en plus de scientifiques venant de pays en développement et parce que le facteur que tu as cité est tout à fait important pour que les rapports du GIEC soient acceptés dans le monde entier. C'est très important qu'il y ait des scientifiques d'à peu près tous les pays qui puissent être appelés par les dirigeants et les ministres locaux qui sinon auraient peut-être un petit peu moins confiance dans des rapports écrits majoritairement par des auteurs européens ou américains. Merci. On va prendre une dernière question, s'il vous plaît. On est un petit peu... Oui, Louis Lucas, ingénieur. Bon, c'est une question bien plus terre-à-terre. Vous avez utilisé un raccourci saisissant, intéressant. Il faut diviser par 2 les émissions parce qu'on émet 2 fois plus qu'on absorbe. Pour utiliser ça, il faudrait encore pouvoir dire que si on émet 2 fois moins, on absorbera toujours autant. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est une approximation. J'ai insisté plusieurs fois sur le fait que c'était une approximation. Parce qu'une des raisons pour lesquelles tant la végétation que les océans absorbent ce qu'ils absorbent, c'est à cause de la différence de pression partielle du CO2 dans l'atmosphère et dans l'océan, par exemple. Et donc, plus cette différence est grande, plus le transfert va se faire de l'atmosphère vers l'océan. Et donc, c'est vrai que si on divisait par 2, l'intensité de ce transfert diminuerait, le gradient diminuerait, puisque je parle à un ingénieur. Et donc, c'est une des autres raisons pour lesquelles il faut diminuer d'un facteur plus grand que 2 si on veut vraiment stabiliser les concentrations de CO2 dans l'atmosphère. Vous avez tout à fait raison. Mais j'ai insisté plusieurs fois sur le fait que c'était une approximation. Il faut donc diviser par plus de 2. Ça sera le mot de la fin. On espère que vous avez apprécié cette séquence avec Jean-Pascal, que je vous propose de remercier une fois de plus. Et